Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Africa TV. Les énergies renouvelables font l'objet de nombreuses convoitises ces dernières décennies en raison de leur forte contribution au développement durable et nécessairement en raison de leur apport en matière d'approvisionnement énergétique au sein des États les moins avancés. Comment donc favoriser leur éclosion et mieux leur développement au sein de ces États? Une piste de solution est proposée à travers la fiscalité. Et pour en discuter, nous recevons aujourd'hui le docteur Alain-Georges Bessala, spécialiste des questions de finances publiques, avocat au barreau de Paris. Docteur Bessala, bonjour. Bonjour, monsieur Amongo. Okay. Merci d'être avec nous sur Africa TV pour échanger sur la thématique de la fiscalité comme instrument de développement des énergies renouvelables. C'est moi qui vous remercie de m'y avoir convié. Merci. Alors, entrons dans le vif du sujet. En quoi la fiscalité peut-elle être un instrument de développement des énergies renouvelables? Je vous remercie pour votre question. La fiscalité peut être un instrument au service du développement des énergies renouvelables, en ce sens que lorsqu'elle est bien orientée, lorsqu'elle est bien mise en place, elle peut contribuer non seulement à construire l'infrastructure énergétique renouvelable d'une part, et d'autre part, elle peut contribuer à rendre l'énergie de manière disponible et de manière permanente. Alors, quels sont donc les leviers qui peuvent être concernés pour activer le développement de l'énergie renouvelable? Pour déclencher le développement des énergies renouvelables, pour ce qui concerne le Cameroun, il n'y a pas mille solutions. Il faut simplement s'appuyer sur la fiscalité. Ici, nous ne voudrions pas dire que c'est la seule solution. Il y a entre autres la fiscalité. Mais nous pensons que la fiscalité nous semble une solution adaptée en ce sens qu'elle nous permet de nous affranchir des politiques de financement conditionnel. La fiscalité est un instrument capable de booster le développement énergétique sans qu'en retour, il y ait des conditionnalités. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé que la fiscalité serait une solution originalement camerounaise dans la mesure où, d'une part, en ayant recours à elle comme un instrument d'incitation au développement des énergies renouvelables, le premier enjeu, ce serait qu'en fait, on ne serait pas endetté, d'une part, et d'autre part, on ne subirait pas la pression des conditionnalités. Des investisseurs et des bailleurs des investisseurs et des bailleurs de fonds. Mais est-ce que cette solution est-elle vraiment innovante ou bien innovatrice? C'est-à-dire, parce qu'en France, dans d'autres espaces comme en France, on connaît la taxe pigouvienne, l'écotaxe, par exemple, qui s'appuie sur les comportements énergétiques, par exemple. La fiscalité comme instrument au service du développement de l'infrastructure énergétique au Cameroun n'apparaît pas en soi un phénomène nouveau, parce que d'autres États, beaucoup de pays au monde l'ont expérimenté. Et c'est justement parce qu'elle a porté des fruits dans ces contextes que nous avons pensé qu'en l'adaptant dans le cadre du Cameroun, elle pourrait également nous permettre de nous affranchir d'une certaine dépendance financière. Dans tous les systèmes, dans tous les pays au monde, lorsqu'on regarde effectivement la taxe pigouvienne, lorsqu'on regarde le domaine nucléaire, on regarde tous les grands domaines énergétiques ont eu recours à la fiscalité. Mais le problème avec la fiscalité, c'est comme nous avons dit, il faut qu'elle soit bien orientée. Lorsqu'on dit bien orienter la fiscalité, cela signifie simplement reconstruire, repenser le système fiscal. Et cela nous amène à aller vers des pistes telles que de quelle fiscalité parle-t-on? De quelle fiscalité et pour quelles infrastructures énergétiques? Aujourd'hui, de toutes les façons, et il est constant, il est clair qu'on a besoin, la fiscalité a toute sa place. C'est un enjeu capital pour le financement des infrastructures énergétiques. À côté, bien évidemment, de la
appel des capitaux, des investisseurs et tout ce que vous pouvez avoir. Mais il va falloir, et il est temps, que nous nous recentrions sur la fiscalité afin de tester les capacités de cette fiscalité. Et à la question de savoir si la fiscalité peut impulser le développement économique et social, oui, elle peut l'impulser. Alors, quelle serait la nature des impôts ou bien de l'impôt lié à l'énergie renouvelable? Comme je l'ai dit dans l'ouvrage, je vous remercie pour cette question. Nous avons pensé que, en fait, pour les énergies renouvelables, la fiscalité, la nature de la fiscalité, il fallait avoir affaire à une fiscalité soft, c'est-à-dire une fiscalité greffée sur la consommation, à l'image de la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque, par exemple, vous achetez un morceau de sucre, lorsque vous payez du pain, lorsque vous allez acheter des vêtements au marché, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de payer un impôt, une TVA qui est, je ne sais pas si mes calculs sont, enfin, si mes connaissances sont à jour, de 19, quelque chose pour cent. Si on pourrait également penser de la même manière, c'est-à-dire que on s'assoit, on imagine le système fiscal, on se dit, pour que dans 25 ans, dans 30 ans, on puisse avoir la manne énergétique, on diffuse, on essaie de diluer la fiscalité dans la consommation, de sorte que lorsque vous et moi, nous ferons des achats, nous ne serons pas en train de nous rendre compte de ce que nous sommes en train de contribuer pour le financement des infrastructures énergétiques. Alors, comment sécuriser cet impôt? Parce nous avons la TVA, les péages routiers, entre autres taxes, qui sont versées par les contribuables au quotidien. Mais donc, pour certains, on ne connaît pas véritablement la lisibilité. Pour d'autres, on ne communique pas assez sur leur utilité, notamment la TVA. Comment susciter l'intérêt et davantage sécuriser cette nouvelle taxe? Et justement, je vous remercie pour la question. Et toute proportion gardée, je dirais ici en fait que on a le sentiment que la TVA, péage routier, tout ce que vous pouvez avoir, que ce sont des prélèvements qui sont improductifs. Improductifs parce que il y a parfois le sentiment d'une transparence, d'une destination de ces financements. Et c'est la raison pour laquelle je propose, par exemple... Juste une impression de transparence. C'est l'impression de proportion gardée. Oui. C'est la raison pour laquelle je propose, pour des logiques de rentabilité, qu'on remplace par exemple la TVA par l'imposition énergétique renouvelable. Oui. C'est-à-dire qu'il sera un impôt qui sera greffé sur la consommation. Et que tous les Camerounais, indépendamment de leur statut, de leur appartenance sociale, pourraient payer. Là, on serait en train de restaurer le principe de l'égalité de tous devant l'impôt. Parce que si on essayait en fait de remplacer une TVA qui me semble aujourd'hui dépassée et improductive par l'imposition renouvelable, énergie renouvelable, c'est-à-dire que tout ce qui rentre sur le territoire camerounais, qu'il soit grévé, il soit greffé, cette contribution. Peut-être que ce ne sera pas de 17%, 19,3%, peut-être que ce sera de 8%, peut-être que ce sera de 7%, 10%. Mais si on fait cette opération et si on se projette sur 10 ans, 15 ans, je peux vous rassurer, M. Amourou, que nous aurons une infrastructure énergétique renouvelable développée sans toutefois toujours recourir à des emprunts qui parfois engagent la nation pour des dizaines, des milliers, des centaines d'années. Oui. Alors, ce serait une taxe à côté de la TVA ou alors une taxe de remplacement de la TVA? Ce sera une taxe qui, à mon sens, viendrait supprimer, qui viendrait remplacer la TVA. Parce que vous et moi, nous savons que la fonction de l'impôt, c'est quoi? Il y a parmi les fonctions de l'impôt, il y a la fonction sociale. Oui. Hein? L'impôt, c'est quoi? L'impôt apparaît comme une prestation pécuniaire requise autoritairement des particuliers en fonction de leur capacité contributive en vue de la couverture des charges publiques. Donc, lorsqu'on institue fondamentalement une taxe, un impôt, c'est quoi sa fonction? Sa fonction est d'abord de permettre de contribuer au développement. Parce que l'État, quelles que soient les circonstances, assure toujours ses fonctions.
qui sont protégés les citoyens, ainsi de suite. Et l'impôt a quelle fonction? L'impôt a pour finalité de concourir à la couverture des charges publiques. Mais si, par exemple, nous nous rendons compte de ce que, en fait, la TVA n'apporte pas forcément les objectifs que ces pairs lui ont assignés, pourquoi ne pas, par exemple, la remplacer par un impôt sur les énergies renouvelables, un impôt énergétique renouvelable, et qu'on essaiera de tester pour une période de 10 ans pour voir ce que ce fruit, le fruit de cette contribution pourra rapporter aux caisses. Et quelle infrastructure cela pourra produire, puisque vous savez très bien que les infrastructures énergétiques sont financièrement exigeantes. Sur la durée et la périodicité, cet impôt serait-il définitif? Au regard du contexte actuel et même futur des 50 années, oui. Parce que notre pays a besoin d'un développement. Nous avons besoin des infrastructures énergétiques. On ne peut rien faire sans l'énergie. Pour décoller, pour être un pays émergent à l'horizon 2035, il est de la responsabilité de chaque citoyen, indépendamment de sa catégorie sociale, de contribuer au développement du pays. Mais comment y faire? C'est ça la question. Et la question se trouve dans la reconception des mécanismes d'imposition, de sorte que chacun et sur le cardinal principe d'égalité puisse contribuer. Comment est-ce que le citoyen peut vérifier ou s'assurer que la taxe payée est dirigée vers son objectif originel? Déjà, ce que nous dirons... La traçabilité, la transparence. Déjà, ce que nous dirons, c'est que l'impôt se définit fondamentalement comme une prestation sans contrepartie. Oui. Cela signifie que ce n'est pas parce que vous avez payé l'impôt que vous demanderez au ministre ou bien à l'État de vous rendre des comptes. Ça, en tant que citoyen? Oui, fondamentalement. Maintenant, en tant que citoyen et en tant qu'État, il y a ce qu'on appelle des mécanismes d'organisation de la vie étatique. Oui. Il y a par exemple le principe de transparence. Il y a des mécanismes de transparence, c'est-à-dire que l'État a institué, l'État a mis en place des mécanismes qui pourraient concourir ou alors qui pourraient concourir à vérifier la traçabilité de ces financements. Et de toutes les façons, il y va de l'intérêt de l'État d'assurer la bonne gestion de ces financements. Et le citoyen lambda, qu'est-ce qu'il peut faire pour vérifier si tout est en place, si l'état de droit est respecté, si les mécanismes de contrôle qui ont été mis en place, automatiquement, le citoyen qui n'agit pas directement, qui agit par le biais de la représentation nationale, aura un compte rendu sur l'évolution de la gestion financière de la manne énergétique. Mais en utilisant plusieurs fois le si, nous sommes dans le conditionnel. Que peut faire le citoyen lambda à plus basse échelle pour pouvoir avoir un certain nombre d'éléments ou d'informations? Est-ce qu'il n'y a pas de moyens juridiques par lesquels il peut saisir peut-être l'administration fiscale pour avoir un compte rendu? Ou alors il faut absolument attendre les institutions, le rapport des parlementaires ou alors les institutions du pouvoir judiciaire? Vous savez, Monsieur Amoro, les principes sur lesquels sont construits notre État sont des principes solides de l'État de droit. Et il y a l'un des principes qu'on appelle le principe de la représentativité. Le citoyen a aujourd'hui plusieurs mécanismes d'agir. Il peut fondamentalement et principalement agir directement, ou alors il peut agir aussi par des actions interposées, la société civile notamment. Mais lorsqu'on dit l'action directe, c'est que lorsqu'on parle de la souveraineté, le peuple camerounais, nous, le peuple camerounais, nous avons transféré à nos représentants la souveraineté. Et il existe des mécanismes de demander des comptes à ceux à qui nous avons transféré cette souveraineté. Et c'est d'ailleurs la tâche à laquelle se rend chaque jour le Parlement pour essayer. Vous avez dit tout à l'heure que nous parlons de manière hypothétique. Effectivement, même nous sommes en train de parler, nous faisons ce qu'on appelle un droit prospectif. Nous sommes dans une démarche prospective. Si par exemple, le gouvernement camerounais essayait d'instaurer ces taxes, logiquement, ces taxes s'accompagneraient des mécanismes de transparence. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a des instruments juridiques qui participent de la clarification de la vie publique. Dans ce sens, je pense qu'un effort remarquable a été fait dans le sens de la clarification de la vie publique. Alors, à côté de
cela, quel est aujourd'hui l'intérêt pour le citoyen de s'ouvrir à une nouvelle fiscalité dans un contexte où on a l'impression qu'il y a une certaine pression fiscale? Ou alors c'est juste parce qu'il y a un remplacement de la TVA par cet impôt et tout? L'intérêt, c'est que la question énergétique est une question qui revêt de nombreux enjeux. Et chaque citoyen se sent concerné par les questions énergétiques. Et pour en faire un pays, pour les développer, il faut que chacun y mette du sien. Le droit à l'énergie est un droit fondamental, un droit qui incombe à chaque citoyen. Mais on peut le manifester de plusieurs manières. On peut également le manifester en accompagnant les pouvoirs publics dans la réalisation de ce droit. Hein? Le citoyen lambda aura intérêt à contribuer à cet axe parce qu'il sera dans la conviction que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, le Cameroun sera un pôle énergétique dans la sous-région. Alors, en sortant de ces fondements justement de la fiscalité liée à l'énergie renouvelable, quels sont les outils concrets? Vous évoquez dans votre ouvrage la contribution au service public de l'énergie et les incitations fiscales. Pouvez-vous revenir un peu plus en détail? La contribution au service public de l'énergie s'inscrit dans la droite lignée de ce que j'ai appelé l'imposition énergétique renouvelable. Oui. La contribution au service public de l'énergie, parce qu'en fait, il y a une complémentarité entre l'impôt sur les énergies renouvelables et la contribution au service public de l'énergie. Les lois camerounaises, notamment sur l'électricité, consacrent la contribution au service public en fonds destinés au financement, au développement des projets d'électricité. Alors, à notre avis, nous avons pensé que le législateur aurait, au lieu de se limiter seulement au développement de l'électricité, d'élargir le spectre de ce fonds à toutes les formes d'énergie. À toutes les formes d'énergie, ce qui nous permettrait d'avoir une plus large visibilité. Parce que lorsqu'on réduit cela, lorsqu'on décide, vous voyez bien, il y a une loi qui est mise en place et qui crée spécialement ce fonds. On a le sentiment, on pourrait se poser la question de savoir, qu'en est-il des autres formes d'énergie? Qu'en est-il des énergies renouvelables? Qu'en est-il des mines, du pétrole et tout ce que vous avez des énergies fossiles, ainsi de suite? Pourtant, si on pouvait élargir la contribution, cette contribution, on aurait une visibilité. La contribution au service public de l'énergie, en tant que prélèvement, une forme de prélèvement, nous permettra de faire le bilan, d'avoir une visibilité sur les infrastructures énergétiques à mettre en place à court, à moyen et à long terme. Et donc, cette contribution, ce prélèvement, s'inscrit à la suite de l'impôt sur les énergies. Mais sauf que certainement, cette contribution aura son régime juridique différent, tel que je l'ai détaillé dans l'ouvrage. Là, ce sera certainement, si on peut le parler, on pourra l'inscrire dans la catégorie de prélèvement direct. Alors que nous avons dit que l'impôt sur les énergies renouvelables pourrait être un impôt de fait sur la consommation et donc indirect, de sorte que chacun puisse le supporter, mais sans savoir qu'en fait, il a contribué au développement des infrastructures énergétiques de son pays. Alors, en termes d'incitation, on a les allègements et les défiscalisations. Oui, évidemment, les allègements et les défiscalisations ont un avantage, c'est d'encourager l'investisseur. Et l'investisseur ici, ce n'est pas seulement l'investisseur étranger. Nous avons également des locaux. Nous avons des investisseurs locaux, des opérateurs locaux qui disposent d'une capacité financière qui, si les conditions sont réunies, peuvent investir dans le secteur de l'énergie. Tout à l'heure, nous avions parlé tantôt de la libéralisation du secteur de l'énergie. Oui. Et lorsqu'on parle de la libéralisation, si nous avons nationalisé, par exemple, le secteur de l'énergie, nous pouvons faire des appels d'offres nationaux. Et on aura, automatiquement, nous aurons d'une manière ou d'une autre des investisseurs nationaux qui pourront. Donc, les investissements, les allègements, tout comme les incitations. Inciter, c'est qu'on met en place un système juridique, un régime juridique qui dit que pour tout ce qui voudrait faire et opérer dans telle filière, dans les énergies renouvelables, voici les avantages que nous allons vous proposer. Et en termes de contribution, en termes d'imposition, nous allons revoir le montant de vos impôts. Et le but ici, c'est que ces acteurs
puisse accompagner le Cameroun dans la mise en place de l'infrastructure énergétique pour que nous puissions sortir de la dépendance énergétique qui se fait chaque jour ressentir dans notre pays. Très bien. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons très bientôt pour une autre thématique certainement intéressante avec le docteur Alain-Georges Bestala. Merci, docteur. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un immense plaisir. À bientôt sur Africa TV.